Bien, 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 le bonsoir, mes mineurs de Saint-Jacques le mineur. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes présents pour décortiquer, analyser, prédire le pay-per-view le plus excitant de l'année. Amanda Nunes face à Juliana Peña, le rematch. Hey, écoute, l'excitation est à son comble, les chums. Écoutez, rarement, là, j'ai été excité comme ça pour un pay-per-view. Euh, c'est des combats d'une qualité incroyable. On voit pas mieux dans l'UFC. Même l'UFC 80, 280 sera pas aussi bon que ça. Écoutez, c'est vraiment là, le meilleur pay-per-view que j'ai vu de toute ma vie. Je vous en parlerai pendant des heures, mais on dirait que j'ai pas rien que ça à faire. Fait qu'on va passer tout de suite au combat. Juliana Peña, Amanda Nunes 2, le rematch qui a mérité une saison de Tough somehow que j'ai pas écouté parce que qui écoute Tough en 2022? Faut crissement être failé en sacrament pour écouter Tough en 2022, selon moi, les chums. Puis c'est ça, ils vont se battre, Chris, parce que Nunes était championne, puis elle perdait pas. Puis là, maintenant, elle a perdu contre Juliana Peña en se battant comme une complète idiote. Puis écoute, elle se bat pas comme une idiote, elle devrait gagner, mais est-ce que. Tu sais, dans le fond, le match-up, là, c'est que Nunes est meilleur partout. C'est une meilleure lutteuse que son adversaire. C'est une meilleure striker que son adversaire. Elle frappe plus fort que son adversaire. Elle est plus rapide que son adversaire. C'est une meilleure top control fighter que son adversaire. Il y a peut-être juste sur son dos qu'Amanda Nunes c'est comme vraiment très ordinaire. Ça nous l'a démontré à travers les années. Mais en général, elle est vraiment meilleure partout que Juliana Peña. L'affaire qu'il faut vraiment se demander dans ce match-up ici, c'est est-ce que Nunes, ça y tente encore? Parce que, tu sais, les gens qui sont champions pendant très longtemps, des grands champions dominants et whatever, whatever, et des fois, ça devient dur, tu sais, le fardeau d'être champion, la pression d'être le champion. Puis, un moment donné, c'est comme, on a vu des gens comme Georges Saint-Pierre, comme Anderson Silva, comme beaucoup de gens, comme quand ils ont perdu ou abandonné la ceinture, dire crime, on dirait que genre je vis mieux, on dirait que ma vie est plus belle, on dirait que j'ai un poids de moins sur les épaules. Puis Amanda Nunes, de plus en plus, on la voit fonder une famille, faire comme plein d'autres choses qui sont pas nécessairement du MMA. Là, elle vient de changer de gym, ça mort. Fait que tu sais, c'est comme, je sais pas si ça y tente encore. Puis Juliana Peña, la seule affaire que tu sais, c'est que ça y tente de se battre. Là. C'est pas la meilleure combattante qu'on a vue, c'est pas la plus skilled, mais elle est durable et elle va certainement être là dans ta face à essayer quelque chose que ça marche ou pas pendant toute la duration du combat. Puis honnêtement, tu sais, j'ai comme pas le choix de pick Nunes ici parce qu'elle l'a comme tellement pété dans le premier combat, puis je pense qu'elle s'est trop excitée puis elle n'a pas été capable d'aller chercher un finish. Puis là, elle va le savoir que Juliana Peña. Tu sais, Amanda Nunes, il y a deux Amanda Nunes, dans le fond. Il y a Amanda Nunes qui se bat contre un adversaire qu'elle sait que cette personne-là n'a rien pour elle, puis elle la bomb rush, puis elle la décalisse très rapidement. Ou il y a Amanda Nunes qui amène un fight un peu plus slow parce qu'elle sait qu'elle est devant une bonne adversaire, genre Jermaine Durandamy, Valentina Shevchenko. Ces combats-là, elle sait qu'elle est devant une meilleure adversaire, donc elle ne sort pas comme une complète folle parce qu'elle sait que si elle sort comme une complète folle, elle n'a pas le cardio pour toffer. Je pense que la seule exception à ça, c'est évidemment le combat contre Chris Cyborg, où je pense qu'elle s'est juste dit j'ai pas le choix de sortir comme une complète folle puis d'essayer de la outslug dans les premiers instants parce que elle savait qu'elle n'avait pas le cardio pour matcher le pace et la physicalité de Chris Cyborg pendant 25 minutes, selon moi. Ça, c'est quelque chose qui était au courant. Ou si c'était pas au courant, c'est ses coachs qui ont drillé ça dans elle. Mais bref. Tout ça pour dire que j'ai comme l'impression que si Amanda Nunes, ça y tente encore, vu la défaite, elle va traiter Juliana Peña comme un adversaire de marque, comme un adversaire qui mérite son respect. Puis le fait qu'elle va la traiter avec un peu plus de respect, oui, ça va te donner un moins bon combat, mais ça va donner un combat où on va voir une Amanda Nunes beaucoup plus économe parce qu'elle ne voudra pas gassante. Puis on l'a vu dans des combats où elle est économe, être capable de se battre pendant 5 rounds. Elle est capable. C'est juste que si elle go crazy, elle va gaz out. Puis quand elle gaz out, on dirait que la vieille Amanda Nunes d'avant qui perdait weirdement des combats des fois a tendance à revenir. On l'a vu une fois depuis son title ring incroyable, mais on vient de voir ça au dernier combat. Fait
c'est dur. C'est dur, honnêtement. C'est plus dur que les odds pourraient le suggérer parce que, honnêtement, je doute juste de la volonté d'Amanda Nunes. Il a l'air d'avoir tellement d'autres affaires nice qui se passent dans sa vie qu'il ne doit pas vraiment être en problème financier ni rien non plus. Plus vraiment besoin de faire ça. Fait est-ce que ça y tente? Si ça y tente, je pense qu'elle va gagner. Je pense qu'elle peut même finir. Je pense que le fait de shooter pour des takedowns dans ce combat-là, essayer de passer du temps à top control puis d'essayer de ralentir le pace comme ça pourrait lui servir beaucoup. Puis je pense qu'elle peut aller chercher une soumission dans ce combat-là. Mais si ça ne tente plus, elle va se faire péter, les chums. J'ai aucun doute là-dessus. Ensuite, un autre rematch, championnat intérim des flyweight. Drôle de décision de faire un interim title fight ici, honnêtement. Mais je chialerai pas d'avoir ce combat-là sur 5 rounds. C'est probablement le combat qui va être le plus excitant sur la carte. Et puis, honnêtement, je pense que c'est moins évident que le premier combat à pic. Bien que je pense que le premier combat, c'est bizarre parce qu'il n'y a pas vraiment un gros reach advantage de la part de Brandon Moreno aussi. C'est 1 pouce de reach advantage en fait. Mais il avait tellement l'air plus long et d'un meilleur range striker que Kai Kara France qui. Puis je pense que c'est juste dans la manière qu'ils se battent. Tu sais, Brandon Moreno, oui, lance en combinaison, lance beaucoup de volume, mais il lance des punches droits aussi, souvent. Kai Kara France a tendance à être un counter-striker qui essaie de pogner avec un hook. Ce qui fait que tu as le plus petit fighter qui lance des plus petits, des punches moins longs, puis tu as le fighter qui est un peu plus long, de juste 1 pouce, mais qui jab beaucoup plus, qui lance des directs, puis que les punches sont juste plus directs, fait qu'ils se rendent plus rapidement à speed égal. Et puis je pense qu'ils sont quand même à speed égal. Mais la différence ici, c'est que je pense que dans le premier combat, le striking de Moreno a très bien marché parce qu'il y avait une thread du takedown qui était constante. Et puis je pense que c'est ça que Kai Kara France a le plus amélioré dans sa game. Sa takedown defense est rendue incroyable. On l'a vu contre Askar Askarov. Un combat que je suis pas encore sûr qu'il mérite, ça, honnête. Pas qu'il mérite, je pense qu'il mérite. Je ne sais pas s'il l'a gagné sur les scorecards. Il l'a certainement pas gagné sur ma scorecard, mais je pense qu'il le mérite. Je pense que c'est lui qui a fait le meilleur effort. Puis dans une optique où on score le dommage plus que le contrôle, tout dépendamment de où t'es, puis quand t'es, puis avec quel juge, là, mais on ne reviendra pas sur ce débat-là. Je pense que Kara France le méritait, ce combat-là. Je pense que ça donne un title fight intéressant là, entre lui et Brandon Moreno ici. J'ai encore tendance à favoriser Moreno, bien honnêtement. Je pense que même si il y a plus de difficultés à amener Kara France au sol dans ce combat-là, je pense pas que Brandon Moreno, c'est le genre de gars qui va dépendre sur un takedown. Donc, s'il voit que ses takedowns ne marchent pas, il va juste arrêter de faire ça, puis il va pas gaspiller d'énergie. Comme contrairement à Askarov, qui, quand il a vu que ça marchait pas, il a fait genre, oh, I'm fucked, puis il a gaspillé beaucoup d'énergie dans les takedowns parce qu'il savait que c'était pas mal ça ou fuck all pour lui dans ce combat-là. Moreno n'aura pas ce problème-là. Donc, honnêtement, j'ai tendance à le favoriser encore aussi. Probablement par décision, je pense que ça va être un beau combat qui va se rendre à la limite. J'ai bien hâte de voir ça. Mais ouais, Brandon Moreno, mon pick par décision ici. Ensuite, le GOAT, le meilleur heavyweight à avoir frôlé la surface de la planète, est de retour. Derrick Lewis face à Sergey Pavlovich. Puis je comprends que Lewis a perdu son dernier combat là, contre Tai Tuivasa. Mais j'ai tendance à plus mettre ça sur l'évolution de taille que la régression de Derrick Lewis. Puis aussi, on s'entend que Derrick Lewis a été très agressif dans ce combat-là. Chose que on dirait qu'il fait un peu plus dans ses derniers combats, mais qui n'est pas nécessairement son trademark à Derrick Lewis, qui a tendance à être plus le gars qui calisse pas grand-chose jusqu'au moment où il te knock. Mais je sais juste pas si j'ai vu quelque chose dans Pavlovich qui me porte à croire qu'il peut battre Derrick Lewis, même la version actuelle de Derrick Lewis. Tu sais, c'est comme, oui, il est capable de bien placer ses shots, mais c'est pas un heavyweight que t'es genre, oh, il y a du power incroyable, comme un Tai Tuivasa là, qui est zéro technique, zéro grand-chose, mais qui frappe fort en sacrament, puis que s'il touche à la bonne place, ça va te faire très mal. Je pense que Pavlovich, oui, tous les heavyweights frappent quand même assez fort. Pavlovich n'est pas celui qui frappe le moins fort dans la gang, loin de là. Mais il n'est pas au niveau de Tuivasa. Il n'est pas au niveau d'un Derrick Lewis non plus, je pense, en termes de power. Et puis,
au niveau de la lutte, rien de super impressionnant là non plus. On l'a vu, oui, lander des takedowns ici et là, il n'y a pas un mauvais top control. Comme on l'a vu se faire takedown et se faire démolir au sol par Alistair Overeem, qui n'est pas nécessairement réputé comme étant le plus grand takedown artist de l'histoire de l'humanité. Bien que à la fin de sa carrière, il en utilisait de plus en plus dans sa game. Sur la 3 ou la 4e version d'Overeem, comme on voulait appeler ça. Où le gars avait compris qu'il avait un chin de marde, fait qu'il travaillait genre de façon de plus en plus safe alentour de son chin de marde. Mais bref, honnêtement, j'ai l'impression que Lewis va gagner ce combat-là. Je comprends qu'il semble avoir du monde qui pique en faveur de Pavlovich en disant je pense que Lewis, c'est comme le moment que à 37-38 ans, commence à pogner un petit down dans sa carrière. Mais rappelons-nous qu'on est chez les poids lourds ici, où tu peux littéralement genre te faire knocker 5-6 combats de suite, pas gagner pendant 3 ans, puis revenir comme André Arlovski somehow. Fait que je pense que Derrick Lewis peut être encore là pendant 5-6 ans et plus, puis pas nécessairement être un top 5 heavyweight, certainement être un top 10 heavyweight, puis genre, Pavlovich est toujours le gars que, avant qu'il se rende dans l'UFC, je pensais qu'il allait se rendre là. Puis plus qu'il est dans l'UFC, puis que je le check, plus que je chante. Je sais pas, mettons que je favoriserais un Romanov ou quelqu'un de même plutôt qu'un Pavlovich. C'est pour se rendre au plus haut échelon de la division. Bref, j'ai Derrick Lewis par knockout au 2e round. Parce que ça va être drôle, puis c'est le GOAT. Ensuite, Alessandro Pantoja, Alex Perez, ça va être un très bon combat. Mais écoute, je ne veux pas rentrer dans la grosse analyse technique parce qu'on pourrait, là, c'est vraiment un excellent fight. Je pense que c'est un bon duel de stand-up. Perez peut surprendre debout dans ce combat-là. C'est sûr que les gens s'attendent probablement à essayer de le voir lander des takedowns puis essayer de travailler son sol. Moi, honnêtement, c'est peut-être bizarre ce que je vais dire. Je ne sais pas si Perez peut gagner ce combat-là debout. Mais je pense qu'il y a plus de chances de gagner s'il se bat juste debout que s'il essaie des takedowns. Parce que Pantoja, c'est un débile. C'est un maniaque. S'il y a un des gars que c'est un action fighter pur dans cette division-là, c'est bien Alexandre Pantoja. Et puis, c'est une scrambling machine, le gars. Puis oui, Perez est un des plus forts, puis un des flyweights les plus contrôlants qu'il y a sur le roster. Mais écoute, je pense pas que ça va marcher au niveau du top 5, ça. Puis Pantoja, comme je dis, c'est une scrambling machine. Puis pour le gas tank du gars qui va être un peu plus bricked up et puissant dans ce combat-là, je pense que ça sera pas bon d'essayer de lutter trop longtemps avec Pantoja, qui va scramble, créer des échanges. Peut-être qu'il ne gagnera pas toutes. Peut-être qu'il n'y aura pas toutes les bonnes positions à la fin de toutes les scrambles. Mais ça va faire du dommage cumulatif sur la gas tank d'Alex Perez. Puis je pense que ça va rendre le combat plus difficile pour lui, fin du 2e round, début du 3e round. T'sais. Donc je pense que si Perez arrive dans ce combat-là puis fait juste striker avec Pantoja, je pense que ça va être meilleur pour son optique à la fin du combat. Mais honnêtement, je ne pense pas non plus qu'il est vraiment capable de gagner ce match-up-là debout seulement. Donc, j'ai Alessandro Pantoja ici par décision. Et ça nous mène à Magomed Ankalaev, Anthony Smith. Magomed Ankalaev, là, je continue de dire que c'est probablement le gars qui va venir scraper tout le fun dans la division light heavyweight, là, qui, on s'entend, est vraiment Messi at the top avec un complet madman comme Yuri, puis quelqu'un comme Glover qui a 64 ans, mais qui se bat comme s'il en avait 30, puis Jan Blachowicz, puis ces gars-là, tu sais, c'est un top 3 qui est le fun, que tu veux voir les match-ups que ces gars-là vont se disputer l'un et l'autre, mais Ankalaev, c'est le genre de gars qui va arriver là puis qui va jouer ça safe debout, jusqu'à temps qu'il trouve son entrée puis qu'il shoot pour un takedown. Puis honnêtement, Smith est bon, Smith est technique, et Smith va être beaucoup moins athlétique et fort d'après moi que Magomed Ankalaev. Puis j'ai juste tellement de misère de pas juste regarder le combat contre Alexander Rakic qui a réussi à juste take down Anthony Smith puis le dominer au sol puis me dire Chris, si Rakic est capable de faire ça, je vois pas comment Magomed Ankalaev est pas capable de faire ça quand c'est comme pas mal, c'est pas ce qui fait le plus parce que c'est aussi un bon range striker qui est quand même assez puissant puis qui est capable de rester safe et défensif de là puis pas trop manger de power shot. Fait que souvent c'est plus économique de façon énergique de juste rester debout, mais
le bread and butter de Magomed Ankalaev, ça va toujours rester sa lutte puis son top control. Là. Puis honnêtement, je pense qu'il va battre Anthony Smith ici, probablement par décision encore. Ça fait beaucoup de décisions que je dis. Je dis un finish à date. Ouais, Peña, Nunes, ça va se finir. Lewis Pavlovich, ça va se finir. Mais les 3 autres, c'est la main card. Gros potentiel de décision ici. Des bons combats quand même, mais Smith Ankalaev, ça se pourrait que ça soit pas genre un délice. Honnêtement, là, ça se pourrait très bien. Ensuite, Alex Morono, Matthew Semelsberger, j'aime bien ce combat-là. Bon match-up. Je vous le cacherai pas que dès que je l'ai vu, je me dis, je pique Matthew Semelsberger ici, c'est évident. J'aime son style. Il y a une qualité Carlos Condit dans ce gars-là, le long welterweight rangy qui essaie de garder le monde au bout de son range. Peut-être, je te dirais, un moins bon kicker qu'un Condit, mais plus puissant, pack un plus gros punch que Condit, qui devait vraiment, vraiment se fier sur son volume puis sur sa craftiness pour gagner les combats. C'est pas un gars qui allait te faire. Oui, il y a eu un one-punch knockout contre Dan Hardy, là, mais Dan Hardy, c'est tabarnak à la tête dedans, comme personne ne l'a jamais fait, selon moi. Là. Puis c'est ça, c'est rare qu'on a vu Condit le one-punch un dos ni rien. Semelsberger est un peu plus capable de faire ça. Puis je pense qu'il peut donner de la difficulté définitivement à Morono avec son reach puis tout ça. Puis c'est pour ça que dès que j'ai vu ce match-up-là, j'ai dit là, je pique Semelsberger, mais plus que j'y pense, genre plus que je peux pas faire ça. Parce que Alex Morono, d'un, ça sera pas le premier rangy guy qu'il va avoir affronté dans sa carrière UFC. Le gars a 500 000 combats, il a de l'expérience, il est durable que le 5 lisse. Genre, honnêtement, si tu veux knocker Alex Morono, il faut que tu le knock quand il est cold au début du combat, en début là, de première ronde. Si il est capable de manger tes punches puis se warm up à genre, OK, frappe fort de même, c'est bon, je suis prêt, let's go, on y va. Oublie ça. Après, la tornade est partie, puis le gars, il va juste comme continuer de se battre, continuer d'être dans ta face. Puis honnêtement, autant Matthew Semelsberger a tendance à nous impressionner avec ce qu'il est capable de faire debout. On se rappellera sa moins bonne performance contre Chaos Williams, puis même AJ Fletcher était capable de le take down puis de le contrôler, puis Morono va définitivement essayer ça, les chums. C'est sûr que Morono va essayer de clincher, de couper le range avec beaucoup de clinch, avec de la lutte contre la cage, puis c'est comme drette là que Matthew Semelsberger est comme moins confortable un peu. Fait que j'ai comme pas le choix de pick Alex Morono ici parce que j'ai pas confiance que Semelsberger va le finir debout. Puis je pense que ça va tellement être dur de dealer avec la pression puis le pace de Morono que je pense pas que Semelsberger va être capable de gagner et passer le premier round dans ce combat-là, malheureusement. Ensuite, Drew Dober, Rafael Alves. Rafael Alves, c'est un esti de malade, c'est kill or be killed. Puis Drew Dober, c'est un peu ça aussi, mais on a vu que sa durabilité est rendue absolument légendaire. Fait que, tu sais, avant même encore un autre combat où je ne rentrerai même pas dans une analyse technique du match-up de comment, parce que tu as juste 2 gars qui se battent en malade mental. T'en as un qui finit tout le monde, mais qui se fait tout le temps finir. Puis quand je dis tout le temps finir, le gars, il est 20-10. Puis je pense que c'est comme 9 ou 10 défaites par finish là, dans son cas. Contre Drew Dober, qui est autant malade, mais qui est durable. Drew Dober. Alors, KO deuxième round, de quoi de même. Ensuite, Dontel Mace contre Hamdi Abdel Wahab qui fait ses débuts dans l'UFC. Le gars est 3-0 en MMA, 6-0 au total ou 5-0 au total parce qu'il s'est battu pour Gamebred Fighting Championship qui est la ligue de MMA Bare Knuckle de Jorge Masvidal. Donc, Bare Knuckle MMA, c'est un autre sport que l'MMA, fait que ça compte pas sur sa fiche. En théorie, le gars a commencé à se battre en 2021 chez les pros. Puis il a fait 2 combats de Bare Knuckle MMA. Ensuite, il a fait son vrai début pro. Il a affronté absolument personne. C'est, il faut le dire, un lutteur olympique égyptien. Donc, c'est un athlète olympique. Ça doit compter pour quelque chose. Mon contre-argument à ça, ça serait que Ali Abdelaziz aussi, c'est un athlète olympique égyptien. Fait que je ne sais pas nécessairement c'est quoi le calibre olympique en Égypte. Mais bref, ceci étant dit, tu sais, Dontel Maze, là, c'est direct le genre d'heavyweight à la Maurice Green puis à la Tanner Bowser, puis même, je veux pas le comparer à Cyril Gane, là, mais tu sais, le heavyweight plus technique que jambon, puis ça marche pas, ce calice de style-là, à heavyweight, ça marche pas, mais on l'a vu, oups, mon petit alarme qui sonne, même si je suis déjà réveillé, on l'a vu, tu sais, comme avoir du succès dans ses derniers combats, je pense qu'il est de plus en plus capable
d'arrêter de faire trop de spinning shit, esti, puis juste lander son jab, lander sa main droite. Le gars est excessivement grand et long pour la division. Là, genre 6 et 6, 81 pouces de reach. Hamdi là, va être un 6 et 2 avec 73 pouces de reach. Puis je pense Hamdi cut pour faire 265. Dontel Mays est comme 250 quelques livres. Donc pas vraiment de weight cut. Donc va probablement être le plus rapide. Va avoir des millions de kilomètres de reach. Puis va pouvoir clinch up et essayer de lander des takedowns. Je ne sais pas jusqu'à quel point il va takedown le lutteur olympique, mais je ne sais pas jusqu'à quel point il ne va pas takedown le lutteur olympique non plus, parce que Hamdi Abdelawab est un des combattants les plus non prouvés à faire ses débuts dans l'UFC, in recent memory. Le gars est 3-0, a commencé sa carrière MMA pro en 2022, donc tous ses combats pro en MMA ont lieu cette année, puis il est déjà dans l'UFC. Pense pas qu'il est prêt. On a toujours besoin de prospects heavyweight, ça c'en est un, mais écoute, je pense que le gars, il est comme à 2 ans de peut-être être prêt d'être dans l'UFC, puis Dontel Mays a beau pas être le meilleur poids lourd dans l'UFC, il est au moins un poids lourd de niveau UFC. Donc, Dontel Mays ici. Ensuite, Drakkar Klose, Rafa Garcia. Je pense qu'on va revoir le clincher Drakkar Klose ici. Je pense qu'on va revoir le clincher de Drakkar Klose, tout simplement parce que si Drakkar Klose se bat comme un malade mental, il va s'ouvrir au takedown de Rafa Garcia. Puis Rafa Garcia, s'il est capable de lander des takedowns, son striking se met à marcher, tout se met à marcher. On l'a vu contre Jesse Ronson. S'il n'est pas capable de lander des takedowns, par exemple, son striking, genre, on his own, ça le fait pas. Ça le fait pas vraiment. Donc, honnêtement, les chums, c'est un autre pick où j'ai comme pas le choix d'y aller avec Drakkar Klose. Je pense que c'est un pick assez clair ici dans ce combat-là. Tu sais, le gars avec ses wins et ses losses, il a comme prouvé être probablement comme le 20 à 25e meilleur lightweight au monde. Puis Garcia, oui, a réussi un peu à la Dontel Mays, mal parti sa carrière UFC, mais il a gagné ses 2 derniers combats, puis semble ramener ça à 500, puis semblait être, du moins avoir rapport là, avoir sa place là. Mais j'ai Drakkar Klose dans ce combat-là. Je pense qu'il ne sera peut-être pas nécessairement capable de le finir parce qu'il va devoir avoir une approche un peu plus tactique à ce combat-là. Mais je pense qu'il va gagner ce combat-là ici par décision. Ensuite, Michael Morales, Adam Fujit. Adam Fujit est quand même assez le fun. Je pense que ça va être une bonne addition au roster de l'UFC. Le gars a battu des gars comme Solomon Renfro. C'est un bon petit fighter. Pas un petit fighter parce que c'est quand même un assez gros welterweight. L'affaire, c'est que je ne sais pas nécessairement jusqu'à quel point c'est un bon grappler. Tu sais, les fois qu'on l'a vu perdre, c'était parce qu'il s'est fait takedown et contrôlé par Austin Vanderford, parce qu'il s'est fait takedown et ground and pound par Kalen Hill. Puis Michael Morales, c'est ça qu'il va essayer de faire. Là. Il va essayer de le prendre, de l'amener au sol, de le smasher avec du gros crise de ground and pound violent. Puis c'est pas mal ça qui va arriver. Là. C'est pas mal le style de Michael Morales qui va être capable de dealer avec le size puis le power de Adam Fujit parce qu'il est aussi gros que lui. C'est un gars qui se battait à middleweight. Je ne sais même pas vraiment comment il fait pour être un welterweight. Fait que je pense que c'est un pick assez clair pour Morales, qui est un des plus gros favoris sur la carte, d'ailleurs, sinon pas le plus gros favori sur la carte. Donc, je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi. Mais je suis quand même content d'avoir Adam Fujit. Là, je pense qu'il va donner des bons match-ups à welterweight. Ensuite, Jocelyn Edward, Ji-Yeon Kim. Écoute, j'ai l'impression que mes analyses sont vraiment simples sur cette carte-là, mais Ji-Yeon Kim, elle brawl, puis elle va y aller en volume, pas trop, plus ou moins en power. Puis Jocelyn Edwards, honnêtement, quand on l'a vu perdre, c'est parce que quelqu'un l'a takedown pour essayer de la contrôler. Fait qu'à moins que Ji-Yeon Kim switch le game plan, le cul par-dessus tête du tout au tout pour ce combat-là, parce qu'elle sait qu'elle est un peu down bad, puis que si elle perd, elle se fait probablement cut. Je m'attends à ce qu'on ait une striking affair ici, puis une striking affair où Jocelyn Edwards est capable de lander les meilleurs punches, puis généralement être en avance dans le combat, parce que c'est pas mal ça qui arrive quand tu strikes avec Ji-Yeon Kim. La fille, elle s'est fait voler, là, selon moi, sur les scorecards, mais vous voyez le combat contre Priscilla Cachoeira, elle l'a complètement striké, mais elle s'est fait frapper assez fort en retour parce que la fille, elle a la défensive coréenne. Puis la défensive coréenne, vous le savez, c'est défendre toutes les punches avec ta tête. Mais c'est ça, j'ai Edwards par décision aussi. Puis ça nous mène à un combat entre Nick Negumereanu et Ior Potieria.
qui est un can crusher de tous les instants. Là, t'arrives, tu checkes sa fiche, t'es genre, oh shit, 22, man, c'est impressionnant. Puis là, tu regardes sa fiche, puis t'es genre, OK, il a pogné Lucas Dulski au Contender Series, qui était un adversaire quand même assez legit. C'est à ses 2 combats avant ça, il a pogné deux Géorgiens dans la ligue qui est WWFC, qui est en Géorgie. Avant ça, ses adversaires 0-2, 0-4, 0-3, 0-0, 17, 18, 1, 9, 0-0, 5, 6, 0-0, 1-2, 3-2, 1-6, 5-5, 3-2, 3-2, 17, 17, 0-0, 2-2, 0-0. Puis là-dedans, il y a 2 défaites. Fait que c'est un can crusher. C'est un bon striker. C'est un bon striker. Je pense que c'est quelqu'un qui frappe fort, va faire mal à pas mal tout le monde contre qui il va se battre. Negumereanu est excessivement durable, puis il va juste jouer ça jambon, essayer de beaucoup clincher l'MDD takedown. Puis je pense que ça va être un combat assez facile pour lui. Puis ça me mène au premier combat de la soirée. Je comprends même pourquoi je parle de ça. C'est pas UFC level pantoute. Orion Cossie face à Blood Diamond. Et puis, j'ai une règle d'or qui est ne pas pick Blood Diamond. Je ne pick pas Blood Diamond. Le gars n'est pas UFC level. Il est 3-0, se bat à 170. Il est 3-1 à ça parce qu'il s'est fait whip à son premier combat par Jeremiah Wells. Quelle calice idée de le mettre contre Jeremiah Wells. C'était cave. Mais je peux pas croire que je m'en viens pick de façon assez confiante un frère Cossie. Mais de la façon dont j'ai vu Blood Diamond juste se faire amener à terre puis se faire smash par Wells, puis la manière dont j'ai vu Orion Cossie immédiatement lander takedown, puis donner beaucoup plus de troubles que je pensais à Philip Rowe, qui est quand même un combattant assez potable. Ça me fait pick Orion Cossie assez facilement ici. Probablement genre par first ou second round submission, hybrid naked choke, là, de quoi de même. De quoi de bien simple, va le takedown, va travailler, va sortir une bonne position, va le forcer à prendre son dos, va le choquer. Merci, bonsoir. Donc, c'était mes analyses de prédiction pour ce magnifique pay-per-view, le plus grand pay-per-view de l'histoire des pay-per-views. UFC 277. Le buy rate va être incroyable. Je prédis au moins 110 000. Ça va être incroyable. À ce samedi, on va être live. On devrait avoir un invité spécial sur le live parce que Greg sera pas là. Ça va être moi, Carabine, puis un fighter qui devrait être avec nous. Fait que stay tuned for that. Ça va être bien le fun. On va essayer de rendre ça le fun. Du moins, on va faire le mieux qu'on peut. Fait que, on se voit là. Ciao, Paul et John.